amis, bonsoir. Nous reprenons ce soir notre cycle de conférences sur Internet, la situation étant ce qu'elle est pour l'instant. Ces conférences se donnent grâce à une série de collaborations entre différentes associations. Elles se font à l'initiative de La Pensée et les Hommes. Elles se font en collaboration avec l'extension de l'ULB Waterloo-Genappe, l'association culturelle et laïque de Waterloo et la maison de la laïcité de Genappe, la maison de la laïcité Galilée, qui nous reçoit actuellement. Nous avons ce soir le privilège de recevoir le professeur Hervé Asquin. Alors, je crois qu'il est presque inutile de le présenter. Hervé Asquin est, comme vous le savez, historien. Il a mené une double carrière, à la fois académique et politique. Sur le plan académique, je dirais simplement, pour simplifier, qu'il était professeur à l'ULB, qu'il a été le recteur de l'ULB, qu'il a été secrétaire de l'Académie royale de Belgique. Et sur le plan politique, il a été ministre et même ministre-président de la communauté française de Belgique. Il va traiter ce soir d'un sujet qu'il a simplement appelé œillère rouge. Il s'agit des complaisances intellectuelles de certaines personnalités concernant les régimes totalitaires dits de gauche. La conférence se fera de la manière suivante. C'est Baudouin de Charneux, qui est le président de La Pensée et les Hommes, qui lui posera un certain nombre de questions et le professeur Hervé Asquin y répondra. Je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de Hervé Asquin. Bon, je vais demander qu'on nettoie le micro, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Vous voyez que dans les stricts respects des conventions sociales liées à la crise sanitaire, nous voici réunis autour d'un livre, Œillère rouge, complaisance intellectuelle avec les régimes totalitaires de gauche, qui a été écrit par le professeur Hervé Asquin, qui à La Pensée et les Hommes est chez lui, puisqu'il en a été le secrétaire général de nombreuses années. Il a contribué d'ailleurs très largement à ce que La Pensée et les Hommes devienne le très bel outil qu'elle est aujourd'hui, à mon avis. Et ce livre laisse perplexe. Laisse perplexe non pas parce que Hervé Asquin fustigerait certains intellectuels de gauche, ça ne nous étonne pas tout à fait, mais bien parce qu'il vient après un autre ouvrage, Les Bleus de la mémoire, où alors une certaine droite a pris quand même quelques coups. On en a parlé à l'époque. C'est un livre qui était dans un autre ton. Alors, Hervé Asquin, je vous ai déjà posé la question dans une discussion que nous avons eue déjà au niveau de La Pensée et les Hommes et qui a été filmée. Les Bleus de la mémoire, les coups sont partis à droite. Œillère rouge, les coups partent à gauche. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'Hervé Asquin devient un anarchiste? Non, Hervé Asquin est un penseur libre et qui est attaché à l'humanisme, à la liberté de penser, et donc qui a horreur de tous les totalitarismes. Et je pars du principe qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais totalitarisme. Ils sont tous condamnables. Et je dirais que je suis d'autant plus enclin à critiquer les totalitarismes de gauche et surtout, je vais dire, les complaisances intellectuelles dont ils ont bénéficié jusqu'à ce jour, que personnellement, comme libéral, franc-maçon, laïque, j'ai toujours eu à l'égard des dictatures de droite ou d'extrême droite une grande sévérité. Je dirais que
quand j'étais jeune universitaire, moi, je n'ai jamais mis les pieds en Espagne alors que Franco était là. J'ai refusé pendant 6 ans d'aller en Grèce parce que les colonels grecs étaient là. Je n'ai pas été dans le Portugal de Salazar. Alors, j'étais peut-être le seul homme politique, d'ailleurs, dans ce cas. J'ai été très souvent au Congo pour différentes fonctions, notamment quand j'étais recteur de l'ULB. J'ai eu l'occasion de rencontrer Mobutu. J'ai refusé. Donc, je n'ai jamais vu Mobutu. Et j'étais invité à Badolite. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de serrer la main de ce cher homme. J'aurais pu aller voir Castro. Je n'y suis jamais allé non plus. Et lorsque j'étais encore parlementaire, membre de la Commission des Affaires étrangères en 2007, j'aurais pu aller en Libye, accompagner Louis Michel. J'étais membre de la Commission des Affaires étrangères et j'ai refusé d'aller chez Kadhafi et d'aller faire la procession dans le désert jusqu'à sa tente. Hein. Bon. Donc voilà, donc j'essaie d'être cohérent avec ce à quoi je crois. J'ai des convictions profondes. Je n'ai jamais hésité à critiquer des gens de droite, parfois quand ils étaient trop enclins à soutenir n'importe quel régime, et je suis excédé, écœuré, au fil des années, avec l'expérience, sur la façon dont beaucoup d'intellectuels, parfois brillants, qui se réclament de la gauche, étaient enclins, eux, à fermer les yeux, à faire semblant qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne voyaient pas, en dépit de tous les avertissements. Ils ne prétendaient pas voir ce qui se passait réellement dans certains régimes dits progressistes et se taisaient. Et c'est ça que je dénonce dans mon ouvrage. J'aborde la question depuis 1917 avec la révolution bolchevique jusqu'au début du XXIe siècle. Donc c'est un panorama qui ne concerne pas que l'Europe, qui concerne l'Asie, l'Amérique latine, et il y a pas mal de choses à dire et pas mal de lâcheté à dénoncer. Évidemment, c'est un thème qui est très difficile. Je vais directement dire, ce livre n'est pas du tout une sorte de règlement de compte avec quelques intellectuels de gauche que d'aventure vous auriez rencontrés sur votre chemin et qui vous déplairaient comme d'autres pourraient aussi vous déplaire. Bon, c'est pas le genre d'ailleurs de la maison, hein, je ne pense pas. Non. Mais enfin, quand même, c'est pas du tout le ton. Il y a vraiment des grands noms qui sont égratignés dans cette affaire, voire même qui aujourd'hui, avec le recul du temps également, on peut se demander si l'histoire ne sera pas d'une sévérité très grande à leur endroit. Je dirais alors là, si je vous vois avec votre casquette d'historien, oui, vous seriez peut-être bien le premier des historiens qui, tout doucement, indique que problème il y a eu, et problème extrêmement grave, dans le chef d'intellectuels qui longtemps ont été considérés comme des phares au niveau de la conscience, voire même au niveau de la morale. Il est évident que il y a déjà eu des études parcellaires sur un certain nombre de situations ou d'individus. Je me suis efforcé de réaliser quelque chose de global, je vais dire presque à l'échelle du monde. Et il faut bien constater que un certain nombre de virtuoses de l'écriture, notamment français, mais se sont illustrés dans la connivence qui était la leur avec un certain nombre de régimes. Je vais prendre un exemple. C'est un grand poète, si on aime la poésie, Aragon. Aragon a occupé des postes importants au sein du Parti communiste français. Il a été le régulateur pendant des années de ce qui était publiable, de ce qui n'était pas, de ce qu'on pouvait faire ou de ce qu'on ne pouvait pas écrire. Je rappelle tout de même qu'Aragon, au départ, est célébré comme un grand poète surréaliste. Mais c'est ce poète surréaliste qui introduit et qui adhère et fait la propagande
du réalisme socialiste et soviétique. De la part d'un poète surréaliste, il y a là une mutation qui est un peu surprenante. Et ce qu'on constate, prenons l'exemple des années 30, ce sont les grands procès staliniens. Il y a déjà toute une série de témoignages. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas ce qui s'y passe. Et on voit Aragon, dans certaines de ses poésies, notamment célébrer la GPU. C'est le KGB d'aujourd'hui. Hein. Vous voyez, on le voit participer à la censure d'articles. Et il développe véritablement tout son savoir-faire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il va notamment participer à la curie contre ceux qui vont refuser la tutelle mousquetaire, notamment dans le domaine des sciences. C'est la fameuse affaire Lysenko. J'aime bien, si je peux vous interrompre, c'est assez amusant, vous avez dit la curie au lieu de la curée. Et donc c'est très amusant de voir qu'il y a une association à cet endroit des totalitarismes que j'aime beaucoup. Oui, mais c'est vrai que si on se tournait vers la curie aujourd'hui à Rome, oui. On apprendrait des choses assez surprenantes si j'en crois les lectures de la presse ou les révélations en télévision. Et donc, il y a là, véritablement, dans le chef de quelqu'un comme Aragon, des attitudes purement scandaleuses. Et il a continué à bénéficier très longtemps de cette aura de grand poète. Un exemple qui me reste, je vais dire, en travers de la gorge. Frédéric Mitterrand est ministre de la Culture il y a encore 6-7 ans, sous le règne de Sarkozy. Il est question d'éditer un ouvrage avec les 100 écrivains les plus marquants de la littérature française au XXe siècle. On y met Céline, on y met Aragon. Pétition pour éliminer Céline. Je peux comprendre. Mais pourquoi maintient-on Aragon? C'est ça toute la différence. Ce sont deux grands artistes de la plume, tous les deux. L'un était notoirement antisémite, l'autre était notoirement communiste et fermait les yeux sur tout et le n'importe quoi. Voilà. Donc, ça montre combien encore, dans les souvenirs, un certain nombre de préjugés sont très présents. Autre personnalité, Sartre. Intelligent, brillant. Mais quand on passe sa biographie au crime, que fait Sartre avant 1940? Rien. Il écrit un ou deux bouquins. Est-ce qu'il prend des positions sur des sujets politiques brûlants? Non. Pas du tout. Il va en Allemagne où il succède à Raymond Aron à l'Institut français. Est-ce qu'il en tire une leçon? Est-ce qu'il analyse la situation alors que l'hitlérisme met l'Allemagne à sa botte? Pas un mot de ça. Sartre et Simone de Beauvoir vont visiter plusieurs expositions en Italie chez Mussolini à la fin des années 30. Est-ce qu'ils ont des états d'âme? Est-ce qu'ils font des commentaires sur la situation en Italie? Rien. Pendant la guerre, Sartre est prisonnier de guerre pendant quelques mois. Que fait-il pendant la guerre? Il écrit une ou deux pièces. Il franchit le cap de la censure allemande. Ce ne sont pas des ouvrages bouleversants. Et Simone de Beauvoir écrit tout de même, et parfois Sartre aussi, dans un hebdomadaire un peu collaborationniste. Et puis, coup de tonnerre, en 1945, on découvre un Sartre et on lui fabrique, et il se fabrique
une stature de grand résistant. Il y a là vraiment une transformation. C'est de la prestidigitation en 1945. Et il crée une revue qui, jusqu'il y a quelques mois, a eu ses heures de gloire, Les Temps modernes. C'est un homme malin, hein, Sartre. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut savoir, et quand on cherche, on finit par le trouver, que c'était un grand admirateur de Chaplin. En quoi il avait raison. Les Temps modernes, c'était le seul grand film de Chaplin que l'on connaissait vraiment sur le continent avant-guerre. Donc, formidable. Qu'est-ce qui se passe en 1945? On peut enfin sortir l'autre film de Chaplin qu'on ne connaissait pas, Le Dictateur. Le Dictateur, en 1945, remplit les salles de cinéma sur le continent et en France. Donc, vous avez compris qu'en intitulant sa revue, qui veut donner un ton nouveau à la littérature, et en intitulant cette revue Les Temps modernes, eh bien, Sartre fait un coup de com' formidable. Et alors, ce qui va se passer, c'est que Sartre va se rapprocher de plus en plus du Parti communiste. Sartre, qui a tout de même laissé tomber une de ses petites amies juives pendant la guerre et qui n'a rien fait véritablement pour l'épargner. Sartre, aux yeux de certaines personnes, a tout de même des difficultés personnelles et il écrit son livre sur l'antisémitisme. Il continue néanmoins ses fréquentations communistes. A-t-il jamais eu un mot en ce qui concerne les grands procès de Moscou des années 30? A-t-il protesté contre les grands procès staliniens du début des années 50, notamment celui des blouses blanches, les médecins juifs essentiellement? Non. Et il commence à être invité en Russie. Et alors, ce sont les voyages, en fait, tous les grands noms de la littérature dits de gauche y sont allés. C'est le voyage organisé dans toute sa splendeur. On est reçu luxueusement. Et en plus, il y a un aspect qu'on oublie souvent. On signe avec les visiteurs des contrats d'édition en russe. À la rigueur, on vous promet des droits d'auteur sur 1 million d'exemplaires de vos livres produits en URSS. Il y en a des tas qui vont profiter de ces avantages. Donc, il y a un aspect tout de même aussi, j'ai dit, très intéressé. Ah, disons-le, on est en Union soviétique, très matérialiste. Hein. Ça, c'est une évidence. Donc, il y a tous ces aspects-là qui sont choquants, qui généralement sont cachés, dont on ne parle pas. Mais Sartre a participé à tout cela. Alors Sartre va, à un moment donné, après 1956 et les massacres de Budapest, prendre ses distances, mais ça ne va pas durer longtemps, 2-3 ans. Et puis, chose un peu souvent cachée dans sa biographie, entre le début des années 60 et 67-68, Sartre va aller 9 fois en URSS. Ce qui n'est pas banal. Il avait une petite amie qui, semble-t-il, travaillait pour le KGB. Mais enfin, ça, il manquait sans doute de discernement en la matière aussi. Mais la petite amie était apparemment jolie et intelligente. Donc, ça pouvait, j'allais dire, excuser le déraillement intellectuel de Sartre. Et puis, dans les années 60, Sartre, il a tout de même compris que l'Union soviétique est à bout de souffle. Il découvre les charmes de Cuba et de Castro. Et il devient le turiféraire de Castro. Il écrit des articles extraordinaires en 60, 61, à la gloire de Castro. Les yeux fermés, ne se rendant pas compte de ce qui se passait déjà. Ne se rendant pas compte que Che Guevara
jouait le rôle de Robespierre à l'époque de la Révolution française. C'est l'époque aussi où Sartre découvre la Chine et Simone de Beauvoir qui est allée en Chine. Et donc, vous voyez qu'il y a là un ensemble et que Sartre va se retrouver parmi les maoïstes français à la fin des années 60 et au début des années 70, participant à des manifestations, etc., etc., etc. Il est vrai qu'à ce moment-là, il est devenu très vieux, il est à moitié aveugle, il est alcoolique depuis de très nombreuses années, et donc, peu importe, mais le personnage de Sartre, il est là. Alors, il devient véritablement le porte-parole des pays du tiers-monde dominés par le capitalisme et par les Européens. En cela, on ne peut pas lui donner tort, mais comment je vais dire, il ferme les yeux sur les abus et les incartades de ces chefs autoritaires des pays d'Afrique. Il ferme les yeux sur les excès de Castro, les emprisonnements arbitraires, un nombre incroyable de prisons, les exécutions sommaires. Le régime installé par Castro déjà dans les années 60, 70, 80, c'est la copie absolue du régime de l'Allemagne de l'Est avec la Stasi. Dans chaque bloc de maison, vous avez un représentant du parti qui est là pour surveiller les familles, donner les informations, qui vient, qui sort, qui fait quoi. C'est ça le régime de Castro, n'est-ce pas, tel qu'il s'installe. Est-ce qu'on voit Sartre protester? Oui, il proteste une fois avec quelques intellectuels de gauche, quand un poète cubain est censuré et condamné. Ah oui, là, il y a, j'allais dire, la fratrie des intellectuels. On se réunit, on s'appuie, mais pour le reste, le bon peuple, on s'en fout. Hein. Oui, je ne suis pas sûr que la phrase « on s'en fout » soit adaptée. Je crois qu'ils sont très largement aveuglés. Et je vais prendre un exemple tout récent, je ne vais pas citer de nom, ce serait très incorrect, mais un collègue et ami à l'ULB, plus âgé que moi, me disait c'était le bon temps finalement où je me voyais proche des Cubains, c'était le bon temps de Fidel Castro, Che Guevara comme une sorte d'idole de l'humanisme, tout d'un coup, qui a transparaît, y compris dans les t-shirts que certains abordent comme étant véritablement la marque de fabrique de la tolérance absolue. On ne peut être que très perplexe. Et je vais vous dire pour quelle raison. Ma mère est espagnole, nul n'est parfait. Je me verrais assez mal, avec quelques années de plus, dire, écoutez, je regrette le bon vieux temps, ou le général Franco, je ne sais pas quoi. Enfin, ce serait de l'ordre de l'impensable. Rassurez-vous, je n'ai pas trempé là-dedans. Mais... Enfin, vous n'en pouvez rien, c'est votre mère. J'en peux rien, c'est ma mère, mais elle non plus. Bon, parce que nous, on savait ce que c'était de tout près. Bon. Mais... dans le cas qui nous préoccupe ici, on dirait que le fait que cela touche la gauche nimbe d'une sorte d'aura, c'est une sorte de carouache idéologique qui fait que finalement, bon, certes, on sait avec recul, mais enfin, il y a quelque chose de romantique là-dedans que l'on ne pourrait reprocher aux intéressés. Comment est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est, pour moi, vu de mon point de vue, c'est extrêmement choquant. Oui, c'est extrêmement choquant, mais allez, parlons de la guerre d'Espagne, puisque vous m'y emmenez. Mais ce qui s'est passé pendant la guerre d'Espagne, entre 1936 et 1939, est très représentatif de ces attitudes que je viens de dessiner. Vous avez le clan des révoltés, je vais dire de Franco, des phalangistes, etc. Et puis, vous avez le camp des républicains, où vous avez des socialistes, des communistes, des anarchistes. Et c'est étonnant ce que le monde va se passionner pour la guerre d'Espagne. Il y aura des envoyés spéciaux du monde entier, et notamment des Américains. C'est là qu'il y aura Hemingway et John Dos Passos, par exemple. Vous avez pas mal de Français. Un nom que tout le monde connaît, c'est évidemment celui d'André Malraux,
qui est à la tête d'une escadrille, qui est accompagné de quelqu'un dont il a fait la connaissance, c'est un nom célèbre en Belgique, il s'appelle Nothomb. C'est Paul Nothomb, un frère de Charles Ferdinand. C'est l'oncle d'Amélie, qui va être commissaire politique, entre guillemets, dans l'escadrille que dirige Malraux pendant quelques mois, pendant la guerre d'Espagne. Que constate-t-on? Des massacres horribles. Les phalangistes éliminent des dizaines de milliers d'opposants pendant la guerre. On les exécute sommairement. Mais quand on creuse, qu'est-ce qu'on constate? Les républicains ont fait la même chose. Il y a environ 12 000 prêtres, évêques, nonnes, etc., qui ont été passés par les armes au début de la guerre d'Espagne. Rappelons-nous ce qui s'est passé en Catalogne et à Barcelone, quand les communistes ont fait la peau à tout ce qui ne s'inscrivait pas dans la ligne de Moscou. Et donc, vous avez des tas d'anarchistes qui ont été, des milliers, qui ont été passés par les armes. Et c'est déjà les trotskistes supposés. Voilà. Alors, quand on lit la littérature du temps, que constate-t-on? Les écrivains de droite soutiennent Franco. Les écrivains de gauche ne disent pas un mot des massacres réalisés par les républicains. Je veux dire, si les phalangistes de Franco éliminent 60 000 personnes, les républicains en éliminent 40 000. C'est pour vous montrer des ordres de grandeur. En fait, c'est beaucoup plus que ça au total. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on constate que dans le camp des grands écrivains et intellectuels français de droite, je pense à François Mauriac, par exemple, et 2-3 autres. Ils ne sont pas communistes. Ils ne sont pas anarchistes. Ils sont catholiques. Mais dans des livres célèbres, ils dénoncent les atrocités commises par Franco et les phalangistes. A-t-on un seul texte équivalent de la part de tous ceux qui sont en Espagne et qui soutiennent le clan républicain? Rien du tout. Rien du tout. C'est terrible. Voilà, donc vous avez là déjà une distorsion qui est surprenante. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a rien? Même Malraux lui-même, qui est un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime, et dans ma formation intellectuelle, je dois dire que la voie royale, la condition humaine, quand j'étais adolescent, ça a compté beaucoup. Ça m'a marqué et ça me marque encore aujourd'hui. C'est clair. À cet égard, je suis un défi spirituel, je vais dire, d'André Malraux. Mais Malraux essaye de calmer certains en leur disant « c'est pas le moment ». Quand André Gide, qui est un des intellectuels français proche du Parti communiste, qui est invité en Russie, et on lui sort le grand numéro, Gide tout de même est loin d'être con. Hein. Quand il rentre, il publie Retour du RSS. Il présente son manuscrit à Malraux. Malraux fait tout pour qu'il ne le publie pas. Même genre d'attitude pendant la guerre d'Espagne. Il ne faut pas s'en prendre à ses amis, c'est faire le jeu de l'ennemi. C'est faire le jeu des fachos. Ça, c'est le mot-clé. Et le terme de fasciste, pour traiter un adversaire politique, est le mot qui devient à la mode dès la fin des années 20 et dès la fin des années 30. Et pendant les années 30, notamment vous avez des rebelles, un Belge, belgo-russe, Serge, je ne sais plus comment, peu importe. Et vous avez Souvarine. Bien.
ce sont des gens qui ont été proches de Trotsky, qui ont eu des problèmes avec le régime stalinien, et qui, dans ces conditions-là, ont pris leur distance, ont commencé à dénoncer le système. Mais ils sont traînés dans la boue par la presse de gauche, par les communistes. Ce sont des traîtres. Les procès staliniens des années 30. Moi, le plus extraordinaire, c'est qu'on y voit des hommes éminents, intellectuels, francs-maçons, laïcs engagés, président de la Ligue des droits de l'homme, qui refusent de condamner les procès de Moscou, sous le prétexte que le régime est en voie de démocratisation. Et donc on se tait. Voilà. C'est stupéfiant. Et des situations comme celle-là, on les retrouve après la guerre 45. Des incidents de ce type, il s'en est passé pendant la guerre d'Espagne entre Américains. Hemingway reste fidèle aux républicains, ferme les yeux. John Dos Passos est scandalisé par ce qu'il voit, par le sort qui est réservé à certaines personnes qui ne s'inscrivent pas dans la bonne ligne. Il se sépare. Hemingway reste fidèle, j'allais dire, aux amours républicaines, et c'est la rupture définitive entre deux grands amis et deux grandes plumes de la littérature américaine déjà de la fin des années 30. Voilà. Donc, vous avez des gens qui vont, au nom de la cause, d'une cause éthique qu'ils estimaient supérieure à tout autre, ils ne s'intéressent pas ou ils ne veulent pas voir les conséquences de ces régimes, les méthodes utilisées par ces régimes. Ce sera le cas avec l'époque Mao Tse-tung. Oui, parce que là, on est bel et bien après la guerre. Oui, donc, on a eu le temps quand même d'avoir les écailles qui tombaient des yeux. On peut comprendre dans les années 30, avec tout ce qui s'est passé, que certains aient pu être obnubilés par l'un ou l'autre camp et penser faire un choix qui serait un choix du moindre mal. Enfin, après la guerre, en ce qui concerne le camarade Mao Tse-tung, en ce qui concerne par après les Khmers rouges, vous avez quelques citations tirées du journal Le Monde à cet endroit, qui datent de 1975, qui sont absolument hallucinante. Comment est-il possible qu'on se soit encore fait piéger de cette manière dans les rangs de personnes qui, d'ailleurs, quelquefois, on essaie d'évoquer quelques personnalités qui, certes, n'ont pas eu un courage peut-être exceptionnel à l'époque de l'occupation, mais d'autres, oui. Et donc, comment est-il possible que dans les chefs de ces personnes, il y ait eu une telle complaisance à l'endroit de ce système totalitaire? Mais ça, c'est toute une question qui se pose encore aujourd'hui. Mais je voudrais revenir sur Mao. Parce que pour montrer à quel point le fanatisme l'emportait sur toute autre considération. Il y a un homme qui, le tout premier, a dénoncé le régime maoïste. C'est un Belge. Il s'appelait Rijck Mans et il a publié ses premiers livres sous un pseudonyme, Simon Leys. Il parlait le chinois, lisait le chinois, enseignait, fin connaisseur de l'art et de la culture. Eh bien, Leys commet un crime de lèse-majesté en 1971 à propos de la révolution culturelle. Il est le premier à décrire la pseudo-révolution culturelle dans un ouvrage intitulé « Les habits neufs du président Mao ». C'est une véritable destruction. Il explique ce qui se passe. Et la lutte interne pour le pouvoir, une lutte sans merci, qui se déroule au sommet, j'allais dire, de la pyramide communiste en Chine. Il y a les camps, il y a des tas de choses.
j'ouvre une parenthèse pour dire comme quoi avec la Chine, rien n'a changé. Les camps, c'est pas le goulag, là, c'est les laogai. Et quand certains, dans les années 70, comme Simon Leys, qui est le premier à le faire, accusent ou dénoncent, la Chine dit « Mais non, ce ne sont pas des camps de concentration, ce sont des camps de rééducation pour la réinsertion dans la société. » Alors, je vous demande de faire un petit effort de mémoire, mais il sera court. Si vous lisez la presse d'aujourd'hui, en ce qui concerne le sort des Ouïghours, le discours est exactement le même que celui du début des années 60. Rien n'a changé. Et vous avez encore des gens qui se taisent sur le cas des Ouïghours. Il faut reconnaître aussi que les partis communistes proches de l'Union soviétique ont été, jusque dans les années 80, financés par l'Union soviétique. Et que la Chine a fait la même chose. C'est prouvé, on a les archives, donc voilà. Mais donc aujourd'hui, le discours est exactement le même de la part des officiels que celui qu'on entendait dans les années 60. Il me semble qu'on est moins réceptif aujourd'hui aux explications discornues du régime chinois, mais on en tient tout de même compte. Pourquoi? C'est une grande puissance économique. Et je ne serais pas étonné qu'on nous annonce encore dans quelques mois que le roi ou telle princesse se rendra en visite officielle pour accompagner une série d'entrepreneurs en Chine communiste. Dans le même temps, à la rigueur, on refusera d'aller dans tel ou tel pays d'Afrique parce que c'est un nabab autoritaire qui est à la tête du pays, ce qui est souvent vrai. Mais vous voyez, il y a deux poids, deux mesures aussi qui continuent à jouer aujourd'hui, parfois pour des raisons économiques. Toujours à propos de l'aveuglement, un poète que nous connaissons, que vous connaissez, au moins de nom, sorti de l'ULB, licencié en droit, Achille Chavée. Achille Chavée, grand poète, aussi surréaliste. Achille Chavée a participé à la guerre d'Espagne, du côté républicain. Il a participé à l'élimination des trotskistes et des anarchistes. Mais il est revenu couvert de gloire de l'épisode espagnol. Et pour votre gouverne, je crois que Chavée est mort dans les années 70 ou 80, il était toujours président des amitiés belgo-soviétiques. Mais c'est une chose qu'on passait sous silence, mais et voilà. Alors j'ai commencé à avoir des questions qui arrivent évidemment, parce que ça suscite l'intérêt. Il y a une question qui est assez emblématique et qui est posée ici. C'est la suivante, et on l'entend tout le temps. Peut-on véritablement faire la comparaison entre Staline et Hitler? Et il y a évidemment la différence avec le prétendu racisme là derrière. Et de fait, c'est une question. Est-ce que ce n'est pas dangereux, dit une des auditrices et téléspectatrices en même temps, que de comparer les deux personnages? Donc, je transforme une gradation dans les horreurs? Non. Certains se sont amusés à additionner les morts de Staline, de Mao, d'Hitler, par exemple. C'est vrai qu'en nombre de morts, Staline l'emporte et Mao aussi sur Hitler. Qu'est-ce qui faisait rêver les partisans du communisme? C'était l'aura humaniste dont se paraient ces régimes. Et donc, c'était un combat pour un avenir meilleur. Un avenir meilleur pour l'homme. Plus d'égalité, plus de fraternité, etc., etc., etc. C'est un combat pour le progrès. Je vous rappelle que ce combat était placé sous l'égide du siècle des Lumières. On oublie souvent, mais c'était ça.
le cri de ralliement. Mais quand on voit le résultat, oui, je veux bien considérer que les engagements éthiques du côté communiste étaient indiscutablement plus séduisants. Mais il faut voir les résultats. Alors, il y a eu des cartes blanches, des tribunes libres publiées dans Le Soir et la Libre Belgique, que j'ai atomisées d'ailleurs il y a 1 an ou 2, et j'en reparle dans mon livre, où des anciens communistes, une soixantaine, ou proches de ces milieux-là, dont plus de la moitié des signataires sont sortis du LB d'ailleurs, ce n'est pas étonnant quand on connaît un peu la maison, dénonçaient un vote intervenu au Parlement européen, puisque le Parlement européen a décidé d'avoir une journée commémorative contre les totalitarismes, contre tous les abus contre les droits de l'homme, et de rappeler, inciter à rappeler dans les manuels d'histoire le passif d'Hitler, de Staline et de quelques autres. Et donc, certains anciens combattants du communisme, la plupart aujourd'hui dans les années 70 ou 80 ans, voire plus, ont tonné de toutes les forces qu'il leur restait contre ce qu'ils estimaient un amalgame injustifié. On oublie souvent, allez, un exemple, je le rappelle ici pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, le pacte germano-soviétique, 1939-1941. Pendant 2 ans, Hitler et Staline ont été alliés. Pendant cette période-là, c'est prouvé maintenant par les archives, Staline a renvoyé chez Hitler les opposants au nazisme qui avaient trouvé refuge en Pologne ou en Russie ou en Ukraine. On a tendance à oublier que la Russie, enfin l'URSS, a envahi la Pologne, dont elle a pris une moitié, qu'elle a occupé les pays baltes, où elle a exécuté des dizaines de milliers d'opposants de classe en 39, 40, 41. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah, évidemment, quand les nazis sont arrivés, vous connaissez la formule, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc, quand les Allemands sont arrivés, vous avez eu indiscutablement, en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, en Ukraine, des brigades qui se sont mises au service des nazis. Ça, c'est indiscutable et qui ont fait la chasse aux communistes. Mais, voilà, c'était un rendu. Et quand les soviétiques ont réoccupé ces zones-là, il y a eu à nouveau un fameux tri. Et j'ai pu me rendre compte de ça personnellement, très concrètement. Il y a un musée de l'occupation à Riga. Donc moi, je vous avouerai que même historien connaissant bien notre histoire contemporaine, je m'étais dit, tiens, le musée de l'occupation à Riga, c'est l'occupation allemande. Mais non, pour eux, il y a eu 3 occupations. Il y a eu l'occupation du temps du pacte germano-soviétique, puis il y a eu l'occupation nazie, et puis il y a eu l'occupation soviétique jusqu'au début des années 1991-92. Voilà. Et le bilan en perte humaine est considérable. Autre exemple pour l'époque, et qui montre combien les croyances, finalement, sont solidement ancrées. Katyn,
C'est le moment d'en parler, Katyn. 25 000 officiers polonais avec une balle dans la tête. Les Alliés savent depuis 1942 que c'est les Russes. Seulement, pour ne pas froisser un allié dans la guerre, on ne dit rien. Et on laisse à croire que ce sont les nazis. C'est la thèse officielle de Moscou. Les Russes essayent d'ailleurs, les Soviétiques, au moment du procès de Nuremberg, de faire condamner l'Allemagne, ce serait avec des crimes supplémentaires, elle en avait déjà pas mal sur la conscience, mais c'eût été, j'allais dire, un ajout au bilan sanglant du régime nazi. Les Américains et les Anglais ont refusé. On sait pourquoi. Parce qu'eux savaient. Mais il a fallu attendre 1991-92 et l'aveu de Khrouchtchev et l'ouverture des archives soviétiques pour que l'on daigne enfin reconnaître que Katyn, c'était un massacre soviétique pendant la guerre. Ce n'est pas les Allemands qui ont massacré 25 000 Polonais. Ils en ont massacré bien d'autres. Bon, mais là, ce sont des crimes, à l'image des crimes qui avaient déjà été commis en Biélorussie, en Ukraine et autres, notamment dans les années 30 par les Soviétiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle je crois qu'on doit s'ériger sans nuance contre toutes ces formes de totalitarisme, les outrances, les massacres, les tortures auxquelles ils se sont livrés. Et voilà pourquoi je crois que le Parlement européen a vu juste. Parce que c'est facile de disserter sur le régime soviétique quand on ne l'a pas subi. Et quand on discute du totalitarisme, c'est intéressant de voir la position de tous les intellectuels de l'ancienne Europe de l'Est et les soi-disant démocraties populaires. C'est quoi la démocratie populaire? C'est un parti unique, à peu près, soumis aux communistes, des élections contrôlées. C'était ça. Pas de liberté. Ben, voilà. Alors, j'ai un peu des réactions Oui. de certaines personnes qui me disent, Hervé Asquin parle très bien, ce qu'il dit est assez juste, selon ce qu'ils disent, sur les pays totalitaires marqués par des idéologies d'extrême gauche, sur les complaisances aussi des uns des autres à leur endroit, et encore aujourd'hui, hein, pas que dans des complaisances de gens d'ailleurs de gauche. On a évoqué éventuellement les pèlerinages de certaines familles notables vers ces pays pour des raisons économiques. Enfin, c'est le cas aussi du côté de pays qui se disent entre les mains d'un libéralisme bienveillant et qui, au fond, finalement, du point de vue des droits de l'homme, ne brillent pas non plus au firmament. Alors, est-ce que la colère d'Hervé Asquin serait uniquement de fustiger les pays qui sont entre les mains de régimes d'extrême gauche et non pas les dérives d'autres pays qui sont entre les mains d'idéologies parfois plus sournoises parce que se revendiquant comme pragmatiques, et c'est moi ici qui commence, c'est pas dans les questions, exemple le Brésil d'un certain Bolsonaro. Mais donc je suppose que la personne qui s'exprime n'a pas entendu le début de mon intervention. Ah, je ne sais pas, il ne m'a pas dit. Vraisemblablement, puisque j'ai rappelé que j'avais toujours condamné les régimes sous quelque forme que ce soit, de droite, les dictatures, quelles qu'elles soient, et je dirais un aspect que généralement on ne connaît pas de ma carrière, tout en étant professeur d'université, j'ai été éditorialiste sous un pseudonyme pendant 10-12 ans dans un hebdomadaire et je faisais beaucoup de politique extérieure et je peux vous assurer que quand on relit ce que j'ai écrit en la matière, je n'ai pas vraiment à avoir de problème de conscience. Ça pourrait être une belle édition de La pensée et les hommes. Hein. Ouais, j'ai manifesté contre la guerre au Vietnam aussi. Hein. Voilà. Et Pinochet, j'ai refusé d'aller au Chili tant que Pinochet y était. Hein. J'y suis retourné
dans l'année qui a suivi le départ de Pinochet, c'était un moment nouveau d'ailleurs. Il y avait la maçonnerie s'était renouvelée au Chili et la maçonnerie s'est inspirée de ce qui s'était passé en Belgique. Et elle a décidé de créer une université qui s'appelle la Républicain. Et je suis allé là. Et j'ai même participé à la remise des premiers diplômes de la première génération. Et le recteur de la Républicain est venu. Ben, ça, je n'avais pas été. Je vous ai dit, Mobutu, moi, je n'ai pas été serrer la main de Mobutu, mais nous avions des cellules de coopération au Congo. Il fallait leur permettre de vivre, éviter qu'elles ne soient victimes de répression. Et c'est ce que j'ai fait. Une année, j'ai dû aller 3 fois, parce qu'on a failli être éliminé, parce qu'on ne voulait pas que du bien. On disait qu'on pratiquait l'avortement, que vous devinez les thématiques qui peuvent être utilisées. Et j'ai dit, nos centres hospitaliers au Kivu ont failli disparaître. Donc voilà, moi je suis... Non, moi, vous savez, je ne fais de concession à personne en la matière. Je vous dirais une chose, hein, j'écrirais volontiers un livre sur De Gaulle. Je ne crois pas que j'aurai le temps de le faire, parce que j'ai aussi un autre sujet en tête. Simplement, je suis écœuré quand je vois ce qui vient de se passer pendant 1 an en France, la commémoration de Gaulle. On oublie tout ce qu'il a sur la conscience. C'était, à sa façon, un petit dictateur. Il a dû reprendre les choses en main vis-à-vis de l'OAS, etc. On est bien d'accord. Mais quand on analyse de façon très serrée la politique de Gaulle et certains de ses agissements, notamment le massacre de 200 Algériens là, sur les quais de la Seine, qu'on a caché. Maintenant, on sait qu'il y en avait au moins 200 ou 250. Voilà, c'est aussi ça. Donc, pour le coup, là, vous ne l'avez pas compris. Alors, je vais poser une question qui me vient ici et qui me semble assez subtile et assez juste, qui n'est pas une critique, qui est, je crois, une analyse, qui semble dire, bon, les dictatures politiques, on les balaye d'une main, c'est légitime et c'est une bonne chose. Il y a d'autres dictatures qui sont en place, qui sont des dictatures pragmatico-pratiques. Est-ce que aujourd'hui, un livre comme celui-là ne fait pas un peu le lit finalement de ceux qui considèrent que l'idée n'a aucune place? C'est-à-dire, on renvoie de dos à dos tous ceux qui finalement, au nom des idées, ont commis des horreurs. Est-ce que finalement, ça ne légitime pas une certaine gestion des choses, pragmatico-pratique, sans aucune idée, et qui finalement aurait derrière une idéologie, mais masquée? Non, mais c'est intéressant. Je ne sais pas si la question vient de vous. Non, elle vient de... C'est ma relecture de philosophe. Ou de quelqu'un qui regarde l'émission. Mais ce type de discours s'inscrit dans le droit fil de ceux et de celles qui, pendant des décennies, ont nié ce qui se passait en disant « faut pas en parler parce qu'on fait le lit de l'ennemi de classe ». Et jusqu'à preuve du contraire, le capitalisme, le libéralisme économique, le développement économique, à mon avis, ce n'est pas un crime. Mais il y a des règles à respecter. Et nos démocraties libérales, notamment en Europe, nos démocraties libérales permettent aux citoyens de s'exprimer et de mettre des pare-feux contre un certain nombre d'abus. C'est la liberté syndicale, c'est la liberté électorale. Vous n'avez pas ça dans tous les pays. Alors évidemment, la question qui vient presque à la fin de cette conférence, mais qui est quand même essentielle, comment est-il possible que des gens formés, souvent très intelligents, qui sont passés par des lieux où on apprend l'esprit critique et de façon systématique, qui à leur époque ont occupé des fonctions importantes, la plupart du temps,
qui en même temps sont des personnes qui ne sont pas toujours suspectes d'être dans la logique de l'intérêt immédiat, hein, par exemple avoir l'argent de l'une ou l'autre dictature qui coule à flot sur leur compte en banque. Comment est-ce que de telles personnes ont pu être obnubilées par des régimes totalitaires? Ça déborde même peut-être un peu la question de la gauche, ça va plus loin, au point finalement de prendre des positions politiques que la personne la moins instruite n'aurait pas cautionnées. Donc, pour le dire en des termes tout simples, mon voisin, ma voisine, quand j'étais petit, des gens simples, gentils, aimables, qui cultivaient leur champ, finalement étaient plus avisés politiquement qu'une série de personnes qui avaient fait des études brillantes et qui occupaient des fonctions importantes, notamment dans nos universités. Comment peut-on expliquer une telle dérive? Vous qui avez été recteur, vous qui avez été président d'une grande université. Mais vous avez compris que ce livre n'est pas nécessairement à la gloire des intellectuels. Il y a des intellectuels qui ont fait preuve de courage, d'une lucidité exemplaire, et j'en parle largement. Je pense à des gens comme Raymond Aron, Hannah Arendt, Jean-François Revel, Bruckner et quelques autres. Ces gens ont été remarquables, ont été des éveilleurs. Il y en a eu dans les années 30. Notamment un Roumain, Panaï Istrati, qui est un homme remarquable, qui est mort prématurément, jeté littéralement aux orties par les Français, parce qu'il était assez francophone, ce Roumain, celui qui invente une réplique pleine d'humour, mais d'humour terrible. Moi, on m'a servi à l'université, quand j'étais étudiant et jeune prof encore, la formule « on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs », ce qui excuse tous les dérapages. Il y a un objectif important, l'important et l'essentiel, c'est d'arriver à l'objectif. Finalement, c'est ça qui compte. Mais donc, il y a de la casse, il y a des problèmes, mais finalement, ça devient de l'accessoire. Et Istrati répond, oui, je vois bien les œufs cassés, mais je n'ai pas encore vu l'omelette. Voilà, n'est-ce pas? Donc, et ce n'est pas un hasard. J'ai eu l'honneur de faire une conférence au musée Panaï Istrati à Brăila en Roumanie, qui est un lieu que j'aime beaucoup. Et c'était un homme simple, c'était un homme issu du peuple. Et il avait vu la souffrance de tout près, notamment la souffrance de sa mère. Et les gens simples, généralement, quand on dit simples, c'est les gens qui n'ont pas eu l'occasion de faire des études supérieures de par leur origine sociale, eh bien, ont un regard beaucoup plus lucide, avec beaucoup plus d'acuité sur les choses politiques que ceux qui nous servent des idéologies. Et c'est ce que j'aime dans votre lecture, c'est-à-dire j'aime bien cette approche qui consiste à dire finalement, ce qu'il faut réhabiliter. Je rebondis sur une intervenante qui est une scientifique et qui dit on apprend beaucoup de choses, et qu'est-ce qu'on apprend? Ce qu'il faut réhabiliter, c'est le libre examen. La liberté de penser, le libre examen, et partir du principe que tout peut être soumis à l'examen. Il n'y a pas de région, j'allais dire, tabou dans la pensée. Et ça, l'Université de Bruxelles, à cet égard, peut donner un exemple. Mais je voudrais, si vous me permettez, terminer par deux remarques. La première, c'est en ce qui concerne l'ULB. J'en parle dans le livre, mais elle n'a pas connu des moments glorieux, l'ULB. Hein. L'esprit de parti et l'esprit de secte, il a régné souvent. Il a régné très souvent. Un exemple que je traite dans le livre, la génétique. Il y a eu la mode soviétique qui a propulsé un homme de Staline à l'avant-plan, Lysenko, qui veut faire table rase de la génétique traditionnelle. C'est de la science bourgeoise. La science soviétique et de progrès, c'est Lysenko. Et en 1945, on donne instruction à tous les partis communistes dans le monde de tenir ce principe, de le mettre en avant. Et en Europe,
ça a beaucoup de force, notamment en France, en Italie. Je rappelle que le score du Parti communiste dans ces deux pays avoisine les 30%. Comment vont réagir les intellectuels? Mais vous en avez tout de même quelques-uns qui disent quoi? On ne va pas tout de même aller à l'encontre de la science. On ne va pas m'obliger à écrire ou enseigner des choses infâmes, imbéciles. Et il y en a quelques-uns qui ont démissionné du Parti communiste. Le problème se pose à l'ULB. Il y a un grand généticien, qui s'appelle Jean Brachet, membre du Parti communiste. La cellule du Parti communiste de la Faculté des sciences est extrêmement puissante, bien fournie, et elle le sera encore longtemps. On essaie de convaincre Brachet, et le patron de la section communiste était Libois, professeur bien connu, mathématicien. On essaie de convaincre Brachet d'écrire dans le journal communiste des articles expliquant Lysenko et à la gloire de Lysenko. Ils ne parviennent pas à convaincre Brachet qu'ils envoient en URSS rencontrer Lysenko. Il revient atterré. Brachet. Il est tombé sur un personnage inculte, ignorant, et il dit c'est exclu. La cellule du Parti communiste de l'ULB essaye d'imposer par un vote à Brachet de tenir bon. D'imposer l'enseignement de Lysenko. Brachet refuse et finalement il quitte le Parti communiste. Ça s'est passé dans l'université du libre examen. Il ne faut pas l'oublier. Deuxième remarque que je voudrais faire pour terminer. Je voudrais personnellement remercier La Pensée et les Hommes et le CEP, notre maison d'édition. Richard Miller, notamment. Et Richard Miller. Parce que, je voudrais dire ceci. Nous avons... Ce sont deux petites maisons d'édition qui se sont lancées. Et ce que je recommande à tous ceux qui nous entendent, qui nous écoutent, ou qui peuvent voir la publicité du livre sur l'Internet, je les rassure d'abord, je ne prends pas de droit d'auteur. Mais je trouve que le livre mérite d'être acheté en guise de soutien à ces deux maisons d'édition. C'est un geste citoyen, me semble-t-il, surtout par les temps qui courent. Hervé Asquin, nous vous remercions beaucoup. Je dois vous dire maintenant que les remerciements viennent de partout. Ceux qui ont posé des questions un peu plus caustiques me disent « Quelle magnifique conférence !» Et franchement, je ne joue pas les diplomates, c'est la vérité. Il y a vraiment un engouement et nous aurons probablement des milliers de vues dans les jours qui viennent. Des remerciements. Merci à Patrick Hanot. Merci à Alain Mathieu. Merci à l'équipe technique dirigée par Kinos qui a permis cet enregistrement, j'ai cru voir avec d'excellentes vues et une qualité remarquable. Et merci aussi au bourgmestre de Genappe, Gérard Couronné, qui nous a rejoints. Et je précise, dans le strict respect de la distanciation sociale en ces lieux, il aide beaucoup la Maison Galilée de Genappe. C'est quelqu'un sur lequel on peut compter pour soutenir la culture dans l'entité et je tiens à le remercier d'être venu assister à cette conférence, malheureusement à huis clos, mais des jours plus agréables se dessinent et bientôt nous serons ensemble. Hervé Asquin, merci pour cette leçon de libre examen. Merci à tous. Merci.